Allez, salut à tous et salut à toutes. Bienvenue dans N1, c'est votre podcast NBA et WNBA. On se retrouve pour un nouvel épisode, on enchaîne. Après la NBA, après la WNBA, on enchaîne avec un nouveau podcast NBA et on continue notre préparatif des playoffs 2026 qui s'annonce alléchante au possible. Pour m'accompagner, pour vous accompagner surtout, le petit trio là qui se met en place depuis quelques semaines, Yannick et Ricardo. Bonjour messieurs. Salut. Hello messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien. Avec le printemps, ça veut dire que playoff, là, l'odeur du sang, là, tout ce qu'on aime. Hein. Maintenant, c'est plus, maintenant, on rigole plus, tu vois, on laisse plus passer les contre-attaques. On coude la corde à linge direct. On sort la machette, on y va. Exactement, de la bagarre. Bon, j'espère que vous allez bien, vous qui nous écoutez de l'autre côté, évidemment. On va vous proposer le petit épisode cette semaine, évidemment. Juste avant, un petit message, le petit message habituel là, qu'on a depuis 2-3 épisodes maintenant avec le numéro WhatsApp qu'on vous invite à rejoindre. C'est le 07 62 17 95 46. On a déjà quelques personnes qui sont venues sur le groupe. Il y a Benjamin, il y a des Philippe. Sur la communauté des Philippe, on est très bons, messieurs. Hein. Je peux vous dire, donc plutôt cool. On vous salue. On s'envoie des petits messages. On a déjà eu des échanges sympas avec un des Philippe avec qui on a eu l'occasion d'échanger dernièrement. C'est toujours très carrément. Il y a Benjamin qui arrive aussi très récemment là, qui est plutôt côté WNBA, mais pareil très intéressant. On a pu discuter avec lui. Donc voilà. N'hésitez pas à venir sur le groupe et ce sera avec un réel plaisir qu'on vous accueille évidemment sur ce petit groupe WhatsApp. Et petit dernier message avant de commencer. J'en parlais avec vous dans l'après-midi. On regarde un petit peu parfois les rankings, les classements de notre podcast, évidemment, et on vous remercie chaleureusement de nous suivre toutes les semaines. Mais on nous suit à l'international, et c'est ça qui est vraiment cool. Donc, évidemment, la base principale, c'est en France, mais on a tous les pays, on va dire, européens, francophones, la Suisse, la Belgique, etc., qui nous écoutent. Et on a aussi une grosse communauté d'auditeurs en Afrique. Et alors, au Congo, au Bénin, à Madagascar aussi. Je dois en oublier un ou deux, mais franchement, on a des très bons rankings dans ces pays-là. Et donc, on vous salue, la communauté africaine francophone qui nous écoute toutes les semaines, que ce soit pour la NBA ou la WNBA, ça fait plaisir. Et voilà, on a écouté à l'international, messieurs. Oui, et puis venez sur le groupe WhatsApp et puis Oui. dites-nous si vous voulez qu'à un moment on fasse un focus sur un joueur africain, si vous voulez qu'on fasse Sur la basket Africa League aussi là. Exactement, n'hésitez pas, donnez-nous des idées et on sera ravis d'y répondre. Yes, donc voilà, petite communauté vivante sur le groupe WhatsApp, sur la communauté qui nous écoute un peu partout, ça fait plaisir et voilà, donc continuez à faire partager le podcast et nous ça nous fait du bien et ça nous donne envie de continuer à bosser évidemment et de vous proposer le meilleur contenu possible. Contenu qu'on va attaquer tout de suite, messieurs, avec donc cette mise en bouche avant les playoffs. La semaine dernière, on vous avait proposé notre tier list autour des équipes de playoffs. Beaucoup fait parler apparemment. Tout à fait, on a eu des retours intéressants avec les dingueries de Yannick comme chaque semaine évidemment. Yannick a toujours une lecture parallèle des trucs, mais c'est ça qui est intéressant. Mais Yannick a toujours le petit pas de côté. Oui, bah, il faut toujours. Mais alors, on va pas refaire le débat aujourd'hui. Non. Passons à autre chose. Mais là, je vous ai pas trop préparé de dinguerie aujourd'hui. Non, bon alors là, c'était un petit peu plus compliqué aussi. Donc on continue dans cette préparation des playoffs, messieurs. Et on va vous proposer aujourd'hui les 10 joueurs, les 10 personnages à suivre pour ces playoffs 2026 en NBA avec différents profils. On peut avoir de la superstar, on peut avoir de la star, on peut avoir du joueur role player, du sixième homme, du joueur qui aura un impact soit positif, soit négatif. Donc, on va essayer de brasser assez large. On va essayer d'être assez rapide également, messieurs, dans ce qu'on va dire sur les joueurs, parce qu'on a quand même 9 joueurs plus une wildcard à aborder en 1 heure à peu près d'émission. Donc, on va essayer d'être bref, concis, mais d'être efficace. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on y aille? Ah, moi, je suis fin prêt, ouais. Je suis tout à fait prêt. Allez, et je vais arrêter avec mon monologue parce que j'en ai marre, et vous aussi de m'écouter. On va attaquer, tiens, Ricardo, pardon. Ricardo, avec ton premier joueur ou profil, sachant que du coup, il y avait 10 profils, nous sommes 3, donc la division était compliquée. Donc comme tu es le dernier arrivé, nous t'avons laissé la wildcard. Donc tu commences soit par la wildcard ou par un autre de tes profils et on rebondit tous ensemble. On est parti. Non, je vais commencer par un joueur. Je vais commencer par un joueur qui, pour moi aujourd'hui,
doit absolument passer un cap en play-off parce que sinon, il restera comme ce que moi j'appelle le faux franchise player. Je vais vous parler de Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, donc je vous rappelle, c'est sa 2e saison à New York. Il a fait une première campagne de play-off l'année dernière et c'est un garçon qui peine à concrétiser tout le potentiel qu'on avait vu en lui quand il est arrivé en NBA. Bon, c'est quand même un joueur qui tourne autour de 23 points, 11 rebonds, 52% au tir. Il est presque à 40% à 3 points. Et c'est un joueur qui a un profil assez particulier parce que c'est un joueur intérieur, mais quand tu regardes ses stats, il a des stats de joueur extérieur. Et quand tu le regardes jouer, effectivement, en attaque notamment, c'est un joueur qui se positionne beaucoup à l'extérieur, qui joue beaucoup, beaucoup en périphérie, et ça reste quand même un très bon shooter, hein. Je vous rappelle qu'il se définit lui-même comme le meilleur pivot shooter all-time de la NBA. Pour dire la confiance qu'il a en lui, le garçon. Voilà, c'est aussi un fort rebondeur. Le mec, il tourne à 11 rebonds de moyenne en carrière, donc c'est un gros joueur. Le problème de Karl Anthony Towns, pour moi, c'est que quand tu regardes en playoff, ses stats, elles baissent. C'est-à-dire qu'en playoff, ses stats, elles sont moins bonnes. Et normalement, ce qu'on demande à ces joueurs-là, les impact players, c'est justement de hausser leur niveau de jeu et d'être capable en playoff de prendre l'équipe sur les épaules et de les amener au plus haut. Et Karl Anthony Towns, il faut dire que, voilà, c'est vraiment pas ça. Son shoot à 3 points, par exemple, en playoff, il descend à 35%. Avec le volume qu'il prend, c'est un vrai problème. Et puis ça, on parle que d'un côté du terrain, mais si on parle de l'autre côté du terrain, le problème de Karl Anthony Towns, c'est sa défense. Et Euh, c'est pas un bon défenseur, mais au-delà de ça, c'est que j'ai l'impression qu'il a du mal même à comprendre le jeu en défense. C'est-à-dire que tu le vois, quelquefois, il est perdu, il sait pas où se placer, il est jamais dans le bon timing pour aller faire les aides. Donc voilà, et on sait très bien tous que, en play-off, ce qui est important aussi, c'est la défense. Donc voilà pourquoi j'ai mis un focus sur ce joueur-là, parce que pour moi, si New York veut exister en play-off, ça passera forcément par un Karl Anthony Towns qui sera au-dessus de ses standards actuels. Mais malheureusement, je crains que il ne faille pas beaucoup attendre de New York parce que j'ai des doutes sur sa capacité justement à passer un palier. alors, bon, c'est mon équipe de cœur, donc je vais pouvoir essayer d'en parler. Karl Anthony Towns, il est, tu parlé de franchise player, il est tout sauf un franchise player à New York. C'est l'équipe de Jalen Brunson. Donc c'est plutôt un Robin qu'un Batman. Mmh, je trouve que, ce que tu dis est en partie vrai, sauf que, l'an passé, dans l'utilisation, moi je trouve qu'il y avait un vrai problème en attaque sur, l'utilisation de Karl Anthony Towns. Quand tu as un joueur comme ça, tu peux faire beaucoup de tu as des opportunités pour faire beaucoup de pick and roll ou du pick and pop. Donc et surtout avec, Jalen Brunson, ou alors tu inverses, où tu lui donnes la balle et tu fais poser les écrans à Jalen Brunson pour créer du danger. Je pense que c'est cette diversité d'attaque, et je pense que c'est un profil, tu l'as dit, qui est un peu atypique, mais moi c'est pas l'attaque le problème. Clairement. Et si les stats baissent, c'est normal parce que le nombre de points baisse. En revanche, pour moi, le vrai problème, c'est la défense, et ils commencent dans le 5, en poste de pivot, et s'ils veulent vraiment mettre un line-up défensif, il va jouer poste 4. Mais sur un poste 4, à l'extérieur, il manque de mobilité. Voilà. Pour moi, c'est ça, en fait, le problème. Ils savent pas vraiment l'utiliser. Il manque de mobilité, il manque de lecture aussi, hein. Ah oui. C'est aussi le problème, c'est que quand tu le fais défendre en poste 4, il faut qu'il s'adapte beaucoup plus, qu'il ait une meilleure lecture de jeu et puis, c'est vraiment pas son fort, hein. Genre quand tu vois les oublis qu'il fait en défense, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'ils arrivent entre guillemets «mieux à le cacher» en poste 5, c'est-à-dire que toutes ses faiblesses défensives se voient moins dans la lecture, dans la compréhension du jeu, ça se voit moins en poste 5, sauf en poste 5, il tient pas physiquement ses adversaires. Non. Et puis le problème, c'est que, tu as 2 joueurs à cacher, en fait, en défense. Et donc, alors, pour moi, le vrai facteur de cette équipe, c'est OG Anunoby, qui pour moi est le joueur le plus utile dans cette équipe. Mais 3 joueurs peuvent pas défendre pour 5, quoi. Non, c'est compliqué. Ouais, Karl Anthony Towns, Et évidemment, ouais, vas-y. Ouais, ouais, et juste pour dire, c'est que Karl Anthony Towns, c'est quand même 35% du cap de New York, hein. Ouais, Oui, mais c'est alors écoute,
c'est un secret de polichinelle. On sait où il joue l'année prochaine. Bah, on sait où il joue pas déjà. Ouais, mais on sait où il joue l'année prochaine. C'est acté, c'est écrit, hein. On va voir L'année déjà prochaine. on va voir le parcours d'Enix. Attends, Yaya, Dans tous les cas, l'année prochaine, il a Milwaukee. bon, vous l'avez entendu, vous l'aurez entendu ici C'est déjà, ce qu'on appelle les mi-avril. Yaya bombes. Il y avait les Vosh bombes, maintenant il y a les Yaya bombes et Les gars Yaya bombes. nous a annoncé, voilà, le 11 avril, le trade de Karl Anthony Towns à Milwaukee. Bon, c'est noté. Bah, Yannick, tiens, vu que tu es dans les. Ouais. Tu nous as dit que tu sortais pas de dinguerie il y a à peu près moins de 10 minutes dans l'émission. Ouais. Tu nous sors que Karl Anthony Towns va aller jouer à Milwaukee la saison prochaine. Donc, on va voir ce que tu vas nous réserver pour la suite. Et du coup, Non, mais ton, c'est ton écrit. premier joueur. La Mon suite. premier joueur, bah, vous le Ouais. savez, c'est mon chouchou, c'est l'homme, mais c'est le joueur de playoff ultime. Et moi, j'ai envie de voir cette année s'il va refaire le coup des 2 dernières saisons et sortir tout le monde les uns après les autres. C'est forcément c'est Ant-Man, Anthony Edwards. J'ai l'impression, en fait, une campagne de playoff bascule pour les Wolves. Est-ce que ils ont atteint le plafond de verre avec la finale de conf? Est-ce qu'ils peuvent faire autre chose que aller juste en finale de conf, arriver rincés parce que en fait, c'est une équipe de branquignoles en saison régulière et puis tu as, Anthony Edwards qui lui arrive et veut tout déglinguer. Moi, j'ai bien peur que, en fait, ce soit le chant du cygne cette année et alors soit ils se font sortir au premier tour, soit ils refont une dinguerie et ils retournent en finale de conf et guère plus. Moi, j'ai bien peur que, il y ait des joueurs qui soient vraiment où il y a les ailes qui touchent la piste. Moi, je pense à Rudy Gobert, je pense que, bah, là, c'est la fin du projet et que, Ah, il fait une je bonne saison quand même Rudy, cette année. ouais, ah non, non, mais je dis pas, mais oui, il fait une bonne saison. Mais en play-off, il peut pas t'amener, gagner le titre et il va falloir, renforcer, penser l'équipe un peu différemment. Je trouve que il est venu, il a apporté son écho, c'est-à-dire à faire monter le niveau de cette équipe. Maintenant, je pense qu'il y a un autre étage de fusée et ça va être sans Rudy Gobert. Mais, surtout, s'il se vautre cette année, il y aura, je pense, un changement au coaching, et un changement et des changements dans l'effectif. Qui sont à venir. Mm. Un petit mot sur Anthony Edwards de ton côté? Bah, écoute, moi j'ai juste un léger doute, c'est comment va son genou? Parce qu'il est quand même, il joue pas. Quand tu le regardes vraiment jouer là en ce moment, sur les quelques derniers matchs qu'il a pu faire et encore c'était avec parcimonie, tu vois qu'il est pas à 100. Tu vois que sur les appuis, il est encore un peu gêné donc moi ma seule interrogation sur Anthony Edwards, c'est ça, c'est sa capacité à être physiquement à 100. Et là honnêtement j'ai quelques doutes, sur les dernières choses que j'ai pu regarder. Voilà, je suis pas 100 serein sur ses capacités physiques. Et Ouais. on sait à quel point c'est important pour lui d'être au top physiquement, dans l'explosivité, dans tout ce qu'il peut apporter, à l'équipe. Mais mais tu vois, il va avoir une semaine pour se reposer. Ouais, là, on parle pas de fatigue, Yaya, là, on parle de blessure au Ouais, mais genou. Mm. Ah, c'est Et moi intensité de playoff derrière. Alors peut-être pas au premier tour. Quoique si, bah si, pardon, parce que Minnesota va se farcir Denver, donc autant te dire qu'en termes d'intensité, ça va être. Donc voilà, dès le on y est, premier hein. tour. Mmh. Oui, non, parce que j'étais en train de réfléchir, mais en termes de classement, non, ils sont 6e, ils vont rester. Donc, Ouais. grosse intensité dès le premier tour. Donc, pas loin de penser le côté un petit peu, soit ça passe, ils peuvent retourner très loin, soit ça casse, même si j'ai plutôt tendance à envisager la deuxième option, malheureusement pour eux. mais bon, et ça fait 2 ans qu'on dit ça, hein. Mais ça, tout à fait, c'est à leur crédit. Mmh. On est d'accord, on est d'accord. Après, cette saison, elle est quand même bien particulière pour les Wolves. Ouais, C'est typiquement l'équipe, ils ont pas de meneur. pas de constance. Ouais, DiVincenzo, c'est pas un meneur, Ah non, Peut-être, et ouais, peut-être que puis l'un va avec l'autre, hein. ouais, la compatibilité des 2, sur les 2 postes arrière, j'y crois pas beaucoup moi. Ouais. Ils à un moment, ils ont hésité à vraiment lui donner la balle, à Edwards et le positionner vraiment en point de garde. Finalement, ils sont pas allés jusque-là. Heu, je suis un peu plus sceptique cette année même que l'année dernière pour eux. Bon.
On va suivre ça évidemment, cette équipe des Wolves dans la conférence Ouest et Anthony Edwards en particulier. J'enchaîne rapidement moi avec le joueur. Comme vous avez pris 2 joueurs star superstar, je vais prendre mon joueur star superstar. Alors pour certains, il n'est pas dans cette catégorie, mais quand même, je vais parler du côté de Cleveland. On va aller à Cleveland, pardon, on va prendre les mots dans le bon sens. Et je vais parler de James Harden. James Harden, on va essayer de faire rapide. Vous ne voyez pas Yannick qui fait des grimaces quand on parle d'Harden et des Cavs. Alors là, en plus, je vais parler des deux, donc c'est magnifique. James Harden dans le trade évidemment, la trade deadline. Ça avait été quand même un mouvement majeur dans une trade deadline, qui était sympatoche, mais voilà. Belle arrivée du côté de Cleveland. On avait été hypé. Moi, je me rappelle, on avait fait la discussion, le podcast avec toi, Yaya, à ce moment-là. Ouais. Et le premier intérêt que je voyais dans ce truc-là, c'était de retrouver de l'intérêt de suivre cette équipe des Cavs. Sur la première partie de saison, Cleveland, c'était quand même, ça ronronnait, c'était quand même pas très sexy. On s'emmerdait pour être poli. Et pour une équipe qu'on ambitionne et qu'on envisage comme étant une top team à l'Est, c'était vraiment pas le cas. James Harden est arrivé, il a redonné une hype, il a redonné une motivation. En tout cas, pour les suivre. Alors après, il y a toujours des gens qui les suivent depuis le début, mais je pense pour la grande partie des gens. On connaît aussi le James Harden en playoff. On va pas refaire le passif. L'idée, c'est pas de lui tomber dessus, un petit peu quand même. On sait que ça a été compliqué. Il a parfois été là, ça l'a pas fait. Il a aussi été absent dans des moments qui comptaient. Là, il est en playoff, mais il est en playoff dans la conférence Est. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'erreur, ça n'est jamais arrivé pour James Harden, ok? Donc, Mais si, à Brooklyn, oh, il était en playoff avec les Nets? je crois bien, oui. Ah ouais? Ah peut-être. Bon tu vois, il y a peut-être erreur de ma part. Mais bon, en tout cas, voilà. On veut tellement oublier son passage à Brooklyn. C'est vrai. Donc peut-être Yannick. Tiens, vous nous direz pour ceux qui nous écoutent. Mais en tout cas, bon là, il va avoir un rôle majeur du côté de Cleveland. Moi, je suis très curieux de voir si on va avoir le James Harden qu'on connaît en playoff, qui va à un moment donné sous-performer, choquer ou nous faire un truc. On se dit bon encore une fois. Ou alors est-ce que là, dans une conférence Est qui est quand même plutôt ouverte dans ces playoffs, de ce que moi je peux lire à droite à gauche, de ce que je pense personnellement, de ce qu'on peut voir, tout ça, je suis pas sûr que Cleveland soit l'équipe qui passe le cut et qui aille en finale NBA. Je le pense vraiment pas du tout. Mais je pense quand même qu'ils peuvent proposer quelque chose et que ça passera évidemment par un James Harden qui peut nous montrer et qui doit aussi montrer que même si l'âge avançant et il va plus avoir beaucoup de campagnes de playoffs en objectif, on va dire. Je suis très curieux de voir ce qu'il va proposer et je pense qu'on peut avoir un James Harden qui, alors peut-être pas le James Harden niveau MVP qu'on a pu connaître à Houston, mais vraiment un joueur très intéressant dans un collectif qui a besoin d'avoir du leadership. Alors James Harden Oh. leadership, vous me direz oui, oui, parce que Donovan Mitchell, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce Oh, qu'il y a d'autres joueurs majeurs des Cavs, ça paraît complicado. James Harden, il a l'expérience, il a les chocs aussi, mais j'ai envie de croire que il peut s'impliquer et surtout impliquer un collectif et proposer quelque chose d'intéressant dans, je répète, une conférence Est qui promet d'être ouverte. OK. Messieurs, Disons que le point positif, c'est que son intégration s'est bien passée. C'est-à-dire tout à qu'il fait. est arrivé et rapidement, il a joué, ils ont joué ensemble. Ses stats n'ont quasiment pas bougé entre ce qu'il Mmh. faisait aux Clippers et ce qu'il fait à Cleveland. Le mec, il met des points, il fait des passes. C'est ça. Alors, en saison régulière, tu sais que tu as un plancher chez Harden qui est haut. Je trouve que son association avec Donovan Mitchell n'est pas si mal que ça en si peu de temps. Je trouve qu'ils se sont bien compris. Mitchell a accepté de lâcher un peu plus la balle et Harden de l'avoir un peu plus dans les mains. Et puis, si à un moment il arrive à trouver un peu de connexion avec Evan Mobley, on sait qu'Harden, il a gavé ses postes 5, ses postes 4, grande taille tout au long de sa carrière. Donc ça peut être quelquefois des solutions dont tu as besoin en fin de match, des jeux simples, hein, un pick and roll avec un grand et tu mets la balle dans les mains d'Harden et ça peut aller au bout avec, en sachant qu'à partir du moment où tu as Mitchell sur le terrain, tu peux pas le laisser trop seul. À voir. J'avoue que je suis assez dubitatif sur la capacité de Cleveland mais
ça fait 2 années qu'on les attendait, ils étaient pas là. Cette année, on dit ça, peut-être qu'ils vont nous surprendre. Ils ont un premier tour qui normalement devrait être quand même pas trop compliqué. Mmh. Ça leur permet peut-être de trouver un peu de cohésion et après d'enchaîner. À voir. Tiens, alors juste, Yannick, tu avais raison. 9 matchs pour James Harden avec les Nets en playoff, donc je m'en excuse. C'était contre Boston et ensuite contre Milwaukee. Et il avait fait quoi? Il était à 20 points de moyenne, 8 passes. Oui, bon, bah, du James Harden dans le texte, hein. Mais oui, Ah, oui, donc 9 matchs. il joue blessé de mémoire. Ouais, Il joue donc blessé, il voilà. avait un problème à la cuisse. Mea culpa pour Harden, mais c'est pour montrer, comme tu disais, à quel point on a oublié son passage au Nets. Moi, tu vois, je l'avais complètement zappé. Et pour moi, James Harden, c'était OKC, bah, c'était que l'Ouest en fait tout le temps. Mais en effet, le passage du côté de Et Brooklyn. il y a eu les Sixers aussi. Ouais, Les faux ouais, non mais Sixers. c'est bon. Oui, oui, non mais tu vois, il y a des passages, je sais pas, des fois il y a le cerveau, il oublie des trucs. Je pense que c'est pas plus mal. Mais c'est vrai qu'il y a eu les Sixers aussi, tu vois. Il a une sacrée panoplie de maillots, hein, le barbu quand même au final, hein. Ouais, il commence, ouais, il commence. Il commence. Euh, Vas-y. Moi, je parlerai tout à l'heure, moi, de Ouais, Cleveland. ouais, de la situation des Cavs en général, carrément. Bah, on continue le ping-pong. Ricardo, deuxième joueur, deuxième profil, on y va. Oui, alors là, je vais parler d'un joueur qui est un peu moins mis en lumière généralement. On va aller à Boston et je vais parler de Peyton Pritchard. Allez, go. Euh, Peyton Pritchard, alors déjà, bon, c'est le meilleur sixième homme de la ligue en 2025. C'est un joueur qui a cette particularité, c'est d'être plus performant quand il sort du banc que quand il est titulaire. Parce que cette année, il a joué pas mal titulaire et tu Mhm. vois que il est plus performant quand il sort du banc. Alors, il y a 2 explications à ça, hein. La première, c'est que, bah, il joue contre des défenses, il joue contre les 2e units, ce qui fait que c'est un petit peu plus Ouais. facile, pour lui. Mais surtout, c'est que quand il sort du banc, bah, c'est lui le système. C'est-à-dire qu'on lui donne la balle et c'est lui qui joue. Et il crée le jeu pour Boston et c'est vraiment la première option de Boston. Alors, c'est la première option au shoot. C'est ce que moi j'appelle un pyromane. C'est-à-dire que c'est un mec qui, sur un match, il est capable de prendre feu, il est capable de faire des séries à 3 points qui sont assez impressionnantes. Bon, il a un tout petit peu, on va dire cette année, un tout petit peu amélioré sa défense, ce qui était quand même pas son point fort, mais en tout cas, il fait des efforts, il travaille parce qu'il s'est aperçu que, bah, c'était passage obligatoire quand même, là-dessus. C'est un joueur quand même qui, voilà, qui tourne à 43% de réussite à 3 points, ce qui est quand même, voilà, ce qui est quand même très propre. Et puis, c'est un joueur qui va jamais refuser un shoot, quel que soit le moment du match, même si c'est un shoot important. C'est un joueur qui se cache pas, qui finit quand même pas mal les matchs, hein, même quand il joue sixième homme. Donc moi, ce que j'attends de lui là avec Boston, c'est justement sa capacité, en étant redevenu sixième homme, de continuer à performer et d'aider Boston à aller haut dans cette conférence Est où je les vois moi plutôt bien orientés. Ah oui. Mais surtout, tu vois, c'est le gars typique que tu as besoin qu'il fasse son gros match dans la série, tu sais, le match où il explose, où il met ses 20 points et il fait basculer la rencontre. Donc, Bah, tu sais, non, c'est pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans où, en gros, Boston, ils sont menés 2-0 par New York. Ils se sont fait reprendre 2 fois en menant de plus de 20 points et sur le 3e match, c'est lui qui sort un match monumental. Il doit mettre, entre 20 et 25 points de tête, sur cette série-là, sur le 3e match où c'est lui qui permet à Boston de revenir à 2-1 et puis après, bah, voilà, on sait ce que ça devient derrière. Donc, tu as raison, c'est le mec qui est capable de sortir un match, le Pritchard Game, qui permet à Boston d'en prendre un dans la série qui était pas forcément celui qui était le plus Mmh. escompté. Donc, il a cette capacité-là, je suis d'accord avec toi. ouais. Et c'est pas le seul à Boston à avoir cette capacité à pouvoir aussi prendre feu. Un Derrick White, par exemple, aussi pour le citer, tu vois. Mmh. Il y en a d'autres, hein. Même, tu vois, regarde, à voir comment il mais un Vucevic, tu vois, qui est Ouais, arrivé aussi, il est en pleine capable. forme. Alors même si Vucevic en playoff, bon, je dis plus rien parce que je me suis totalement planté sur James Harden, mais Vucevic en playoff, on va dire que l'expérience est pas trop là, donc ça va être intéressant à voir. On enchaîne, Yaya, ou tu veux parler un petit peu de Pritchard? Non, moi je pense qu'effectivement la sortie du banc, ça peut être pas mal. Boston, ça va être une vraie. Eux, ils ont une vraie autoroute, je pense. Mais voilà, donc on va voir. Mais ça fait un peu la transition avec moi ce que le joueur suivant, donc on peut enchaîner. Eh ben, je te laisse enchaîner, c'est très Allons-y. bien. Vas-y, go, go.
Alors moi, c'est Donovan Mitchell parce que lui, ça va être tout l'un ou tout l'autre. Et en fait, moi, je sais pas en fait dans comment la pièce va retomber. Donc c'est, tu vois, ce que je me demande, c'est est-ce que justement le trade pour James Harden, l'arrivée de James Harden a été Mmh. bénéfique ou pas? C'est là où on va le voir. Le premier tour, tu l'as dit, ça va être facile, et le deuxième, je pense aussi, avec avec une petite réserve, c'est que c'est JB Bickerstaff en face, donc c'est l'ancien coach de Cleveland. Donc tu vois, il connaît les joueurs et tout ça. Tout autre ré résultat qu'aller en finale NBA, ce sera un échec de ce trade. Donc en fait, ils ont malgré tout une pression parce que s'ils se font sortir au premier tour sur un malentendu, ce qui est pas impossible, tu vois? Là où au moment où on parle, c'est Atlanta. Atlanta, ils sont chauds comme des baraques à frites, tu vois? Donc moi j'ai des vraies interrogations, et Donovan Mitchell, sa complémentarité, même si ça joue avec James Harden, j'ai du mal parce que, James Harden, il défend pas, et Donovan Mitchell, il a le syndrome du terrain penché. C'est-à-dire que lui, c'est tout pour l'attaque. Donc à côté de ça, c'est un scoreur patenté, et hem et j et là, en fait, pour sa carrière, maintenant, il faut qu'il fasse un statement, et j'ai peur qu'il ne le fasse pas, et s'il ne le fait pas, bah, il va devenir un scoreur, dans une équipe, et puis il va être transféré dans une équipe de seconde zone, et ses opportunités d'aller gagner des titres, ce sera Mmh. fini. Tiens, juste petite question rapide, messieurs, et vous me donnez juste le nom, d'accord? Et on laissera les gens réfléchir. Donc, tu es à Cleveland, tu es à un match couperé de play-off, tu es mené de 1 point, 2 points, dernière possession. À qui tu donnes le ballon? Moi, tu mené de combien de points? Ouais, tu es mené de 2 points et il te reste, tu juste le temps de remonter. T'as plus de temps mort, t'as juste le temps de remonter le ballon et de shooter, tu vois? Je le donne à Heu, Sam Merrill. non, moi je le Allez, donne à je le donne à Mitchell parce que, voilà, parce que lui, même s'il les loupe, il les prendra. On sait qu'il va bah, les prendre. bah, moi je le donne à James Harden. C'est rigolo, on a 3 noms différents du coup. Juste, l'année dernière, Mitchell contre Indiana, sur toute la série, hein, c'est 24% à 3 points. Ouais, non mais Ouais, ouais. Ah mais Mitchell avec Yaya, de toute façon, ça fait des années, nous, on n'est pas du tout dans le côté, on n'est pas dans le fan club, hein, de Donovan Mitchell. Pour l'instant, bah, il y a pas grand-chose qui va, contre nos problématiques, on va dire, vis-à-vis Ouais, mais de Donovan tu vois, Mitchell. Mais quand après, il y a des circonstances atténuantes, hein. L'année dernière, beaucoup de blessures et tout. Mais bon, les circonstances atténuantes, au bout d'un moment, les carrières, elles ne durent pas 30 ans, hein. pour moi, ouais, le problème, c'est que c'est la défense, et en fait, il va être très vite ciblé, et je pense que il y a un vrai problème sur le vrai poste de Donovan Mitchell. Donc et ça a jamais été réglé. Il a pas assez de playmaking et de création pour jouer meneur, mais il est trop petit pour jouer 2 et défendre sur plusieurs positions. Il peut pas défendre sur 4 positions, lui. Ça, c'est fini. Et en fait, j'ai un peu comme, en fait, cette équipe, c'était une équipe qui aurait pu faire très mal dans les années 2000, mais pas maintenant, Mmh. plus maintenant. juste un dernier petit chiffre, en 9 saisons de playoffs, il a jamais atteint une finale de conf. Ouais, bah, oui, Ouais, oui. bah, il a eu les Warriors pendant je sais pas combien de temps, hein. Oui, mais il avait le syndrome Utah Jazz où il y avait une saison, ils avaient fini 1er, leader de l'Ouest Ouais, et voilà, ça avait et rien donné et derrière, tu vois? ouais. Donc c'est comme ça. Je vais enchaîner si vous voulez, messieurs, on va rester à l'Est, on est beaucoup à l'Ouest, on est beaucoup à l'Est, hein, tiens. Bah, moi, j'ai que des joueurs de l'Est, vous me direz. Moi, je vais vous parler de Jalen Duren. Jalen Duren du côté des Pistons. Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement du côté de Détroit. Là, il est sur une saison qui est vraiment très très forte avec des augmentations partout, que ce soit dans les chiffres ou dans l'impact général. Je vais prendre quelques minutes pour en parler. Je rappelle juste, hein, Jalen Duren l'année dernière, il y avait eu 6 matchs de play-off.
pour les Pistons et pour lui. Il avait fait à peu près 34 minutes de jeu, il était à quasi 12 points, 10,7 rebonds, 3,5 passes. C'était un petit peu à l'image des stats qu'il avait fait en saison régulière l'année dernière. Ok. Cette saison, on est à 28 minutes de temps de jeu, donc évidemment il y a toujours un peu moins de temps de jeu en régulière qu'en playoff. Sur les rebonds, on est kiff-kiff, on est à 10,5 rebonds, un tout petit peu moins de passes, mais on est surtout à 19,5 points de moyenne cette saison, un +8, candidat MIP. Il y a d'autres dossiers, il y a du Jalen Johnson, il y a d'autres noms comme ça, mais il a un dossier, donc déjà, c'est quand même à son crédit. Jalen Duren, 11 matchs là ces derniers temps sans Cade Cunningham. On en avait parlé, on attendait de voir ce que les Pistons allaient proposer. Donc le collectif de Détroit a montré de très belles choses durant cette période-là. Jalen Duren a montré de très très belles choses durant cette période-là. On a des belles poussées au scoring avec des matchs à 26 points, à 30 points, 36 points. Il y a eu un gros match contre les Pelicans où il est à quasiment... Attendez, je retrouve le truc. Il est à 7 passes aussi. Donc ça, c'est une belle évolution dans le jeu de Jalen Duren. C'est le coach des Pistons qui en parlait et qui expliquait qu'il attendait d'avoir des progrès de Jalen Duren sur cette partie-là du jeu, mais qu'il ne s'attendait pas à avoir de telles performances et des attributs qui se développent et il y a vraiment un style de jeu qui est de plus en plus intéressant du côté de Jalen Duren. Les lancers francs aussi très important pour un pivot. On sait que ça peut compter surtout en play-off dans des matchs où il va y avoir peut-être pas du hack, mais en tout cas pas mal de fautes qui vont être faites. Il est à 74% au lancer franc cette saison, donc c'est pas négligeable quand on joue à son poste. On rappelle qu'il a seulement 22 ans de Jalen Duren et moi juste je vais terminer là-dessus parce que c'est vraiment un profil qui m'intéresse depuis le début. Il a la puissance, il a la mobilité, il a une palette de jeu qui se développe et qui s'étoffe, j'en parlais à l'instant. Il est moderne dans son style de jeu, c'est ça que je trouve intéressant. Il a un sens du jeu, voilà, qui est de plus en plus étoffé, qui est de plus en plus aguerri. Il a un physique, il n'est pas très grand, mais il a un physique tanké quand même, Jalen Duren, et il en impose. Je pense vraiment que Jalen Duren peut monter en gamme dans ses playoffs. Il doit monter en gamme dans ses playoffs. Cade Cunningham est revenu. Moi, j'ai des doutes sur la capacité à enchaîner les matchs, surtout en playoff où on sait que le rythme est différent. Et du coup, j'attends de voir ce que Jalen Duren va montrer. Il a montré déjà de très bonnes choses pendant l'absence de Cunningham, mais c'était en saison régulière. Maintenant, à lui de continuer à montrer des très belles choses sur ses playoffs. Et de toute façon, la performance et les belles performances et la route, en tout cas qu'on espère belle pour les Pistons, passera par Jalen Duren. Ouais, c'est un jeune fort joueur. Je suis d'accord avec toi. J'ajouterais un petit chiffre de ce que tu as donné là. C'est sur sa moyenne de quasiment 20 points, il est à 64% au tir. C'est le troisième Exact. meilleur pourcentage de la ligue. Donc alors évidemment, il joue près du cercle, enfin tout ce qu'on sait, mais il n'empêche que il a des bonnes mains, il est fiable. Moi, j'aime bien sa mentalité. En plus, il se cache pas là. Il dit quand on lui dit oui, Détroit, vous êtes une équipe jeune. Il dit bah oui, on est une équipe jeune, mais on a du talent et puis on va aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire et si ça doit nous amener jusqu'au titre, et ben ça nous amènera jusqu'au titre. Donc voilà, donc le mec il assume, il, il a un vrai, enfin je trouve il a un vrai positionnement de leader même dans l'équipe. Tu le vois sur les temps morts, et il motive les joueurs, il communique, il parle, je trouve qu'il diffuse une certaine confiance à l'équipe. Et pour un jeune joueur, je trouve que c'est assez notable. Ouais, carrément. Tiens, Yaya, toi sur Jalen Duren, on en a souvent parlé tous les deux dans l'émission. Où, Ouais. c'est vraiment un profil fort, profil Mmh. intéressant, profil jeune, mais qui doit continuer à se développer, qui se développe, mais qui Oui, montre déjà de complètement. belles choses là. Mais je pense que le passage en bonne équipe, parce qu'il faut se souvenir que Détroit, c'était Mmh. ridicule pendant des années et des années, pendant une décennie à peu près, toute la Ou décennie plus, même 2010. plus. Ouais, même plus. Oui, mais ouais, on va être sympa, on va être sympa. Et pourtant, c'est une place forte de la ligue. Moi, là-dessus, je trouve que en fait, c'est son arrivée conjuguée avec celle de Cunningham et c'est leur développement des 2 qui a fait passer ce step. Et à plus l'arrivée de ton chouchou Tobias Harris, qui permet aussi de lui laisser de l'espace parce que il va libérer la raquette par ses petits shoots à mi-distance, Tobias Harris. Mais je trouve que oui, c'est vraiment un joueur très, très intéressant à suivre. Après,
je reste sur mes gardes. Je les vois bien passer un tour Détroit, mais s'ils jouent les Cavs, j'attends de voir parce que en plus, j'ai beaucoup de réserves sur JB Bickerstaff, le coach, Il- sur sa capacité à gagner 4 matchs Ah oui. avec de la tactique. Ok. Bon, alors, Yaya, garde tes pronostics pour plus tard, pour peut-être un potentiel futur podcast, parce que depuis tout à l'heure, tu es en train de défricher ton bracket. Ce serait quand même dommage. Ou alors Heu, tu ne veux pas venir sur le podcast potentiellement bracket. si, mais à l'est, c'est pas si compliqué, Ah, oh, c'est pas si compliqué. Je pense que c'est plus ouvert que ce qu'on pense sur certains trucs, hein. Sachant que là, au moment où on tourne, tout est pas encore complètement défini. Entre le play-in, le play-off, machin. Bon, on en avait parlé la semaine dernière déjà. ouais. C'est pas complètement défini. Il y a quand même de grosses tendances, moi, Oui, mais il y a toujours des tendances, Yannick, dans les playoffs. oui, Après, mais c'est bien ça sûr. aussi, c'est que tu as des tendances et tu as toujours t'as toujours une équipe qui va se casser la gueule et voilà, Bah, tu vois. en gros, Oh, c'est pas bien de parler comme ça de Boston qui va se prendre les pieds dans le tapis dès le premier tour. Oh là là. il y a une dédicace quelque part là, Yaya? Oui, Anna, bien sûr, Anna Bon, et à toute la communauté bostonienne que tu apprécies et que tu as, oui. que tu chéris tant, évidemment. Les rouquins? Ah non. Yes. Bon, allez, on enchaîne, Ricardo. Troisième profil, déjà, que tu veux lancer un petit peu aux auditeurs, auditrices du podcast, là, à suivre sur les playoffs. Ouais, là, je vais parler aussi d'un jeune joueur, moi, et là, on va aller à Houston. On va aller voir les On a un Rockets. problème. Houston, on a un problème. Ouais, je vais parler d'Amen Thompson. Amen Thompson, bon, c'est un super défenseur. Ça fait 2 ans qu'il est dans la ligue. Le mec, il est déjà dans les All Defensive Team. Pardon, j'ai du mal à le dire. Il fait des stats, il met des points, il prend des rebonds, il fait des passes. C'est un joueur qui joue des 2 côtés du terrain. C'est un impact player, que ça soit en défense ou en attaque. Aujourd'hui, quand tu regardes les rankings, il est vraiment considéré comme un des meilleurs défenseurs de la ligue. Il peut défendre du poste 1 quasiment au poste 5. Il est physiquement incroyable. Il a un jump, il monte une vitesse au cercle qui est assez impressionnante. Il y a personne qui veut le voir sur lui en défense. Quand tu sais que tu vas passer une soirée avec Amen Thompson sur le dos, tu sais que tu vas passer une mauvaise soirée quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas dans une grande forme, parce que c'est un défenseur hors du commun, c'est un défenseur hors norme. Par contre, là où moi je l'attends, ça va être sa capacité sur les playoffs à essayer d'impacter aussi en attaque, parce que là on l'a même vu en saison régulière. Alors il y a des circonstances atténuantes pour lui. Moi, alors je suis certainement pas le meilleur coach du monde, mais je vois pas comment il y a un monde où Amen Thompson c'est un poste 1 en NBA. Il n'empêche que son coach le voit comme ça. Il a beaucoup joué dans cette position-là. Alors tu vas me dire, à Houston, il n'y a pas de poste 1, de poste 2 ou de poste 3. Quelquefois même le poste 4, ça se discute. Tout le monde joue partout, tout le monde monte la balle. KD monte la balle assez souvent. Même Şengün monte la balle, il joue un peu pivot à la Jokic, pivot meneur de jeu. Il n'empêche que régulièrement sur 7, 8 séquences, 9 séquences, c'est Amen Thompson qui doit porter la balle et qui doit monter la balle en attaque. Ce qui fait que il n'est pas dans les meilleures conditions une fois que l'attaque est posée pour justement impacter, couper, ce qu'il faisait très bien quand il y avait Van Vliet. Il prenait les espaces, Van Vliet lui donnait la balle, il allait agresser le cercle et là on voyait toute la puissance du joueur. Là cette année, il y a personne pour le servir dans ces conditions-là, donc son rôle en attaque a changé. Je suis pas persuadé qu'il soit dans son meilleur rôle et surtout c'est que la difficulté qu'il a, c'est qu'il n'a absolument pas du tout amélioré ses pourcentages au shoot cette saison. Il shoot à 35%, à 3 points. Enfin, c'est beaucoup trop faible. Sur les lancers francs, tu le disais tout à l'heure en playoff, l'importance des lancers francs. Bah, c'est pareil sur les lancers francs, il est pas à 70%. Ce qui, pour un joueur comme lui, ça reste insuffisant. Donc, j'attends de voir comment il va passer ce round de playoff, comment il va s'adapter aussi. Alors, on sait qu'en playoff, ça joue un peu moins vite. Je suis pas sûr que ça le serve beaucoup parce que lui, il a besoin d'avoir de l'espace, de cavaler. Et c'est là aussi où son jeu s'exprime le mieux. C'est quand ça court,
quand ça cavale et que il peut faire parler toute sa puissance. Donc c'est un joueur dont j'attends beaucoup parce que quand il est arrivé dans la ligue, je trouvais vraiment son profil hyper intéressant. J'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu cette année et j'attends de voir en play-off ce que ça peut donner. Bah, Carrément. c'est là où on voit l'importance d'un meneur. Donc tu l'as dit, sans Van Vliet, voilà. Après, moi je pense où il peut beaucoup plus impacter, t'en as parlé, c'est sur la défense. Et justement, on sait que le rythme de l'attaque se gagne par une défense beaucoup plus agressive. Et à partir du moment où tu as du rythme en défense, que tu impactes tous les joueurs en face, bah il y a pas de secret. Tu vas arriver avec beaucoup plus de rythme en attaque, tu vas pouvoir attaquer beaucoup plus et tu vas avoir des points entre guillemets faciles, voire ou alors à gérer des surnombres grâce à la défense. Alors Moi je juste, trouve que c'est ça. je me Ouais. permets, Ricardo, parce que tu donnais les stats là à 3 points faméliques d'Amen Thompson, mais on est vraiment catastrophe. Hein. Il est à 21% cette saison. Ouais, à 21% cette saison, ouais. Alors après, le volume est très faible, hein, mais c'est 0,3 marqué pour 1,5 Alors tenté. Mais bon, alors qu'il tournait à 35 avant. c'est ça. Donc voilà, on sait que c'est pas là-dessus qu'on attend, évidemment. Je regardais un petit peu son palmarès. Il était dans la première équipe défensive l'année dernière quand même. Ouais. Il était top 5 au DPOY. Non mais tu vois, alors évidemment l'impact défensif, il n'y a pas besoin de voir qu'il est top 5 DPOY pour savoir qu'il est fort défensivement, mais quand tu es dans ce genre de range-là déjà l'année dernière, ça Si montre jeune, aussi si que jeune. exactement, exactement. Non, non, mais Euh, c'est un ultra défenseur. C'est un ultra défenseur. donc à voir pour cette équipe de Houston qui est sur une très bonne dynamique de fin de saison quand même, hein, il faut le signaler. Qui va aller peut-être potentiellement aller chercher la 4e place avec les Lakers. Ça va jouer sur le dernier match pour l'avantage du terrain. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'ils aient le tie-breaker d'ailleurs. Je Mm. pense que c'est les Lakers qui ont le tie-breaker, non? Ouais, là j'ai pas l'info, mais en tout cas je sais qu'ils ont le même bilan si je ne m'abuse là, au moment où on tourne. Mais ça va jouer Non, Ah non 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 non, il y a un match ils sont une non non derrière, ils sont une derrière. il y a un écart, excusez-moi. Mmh. Sachant que Houston le dernier match c'est contre Memphis, donc voilà. Et les Lakers le dernier match, bon bah c'est Utah, donc voilà, c'est le classement est fait. Ouais. Surtout qu'ils Oh, ils sont allés gagner à Golden State, le match qu'il fallait gagner donc ouais, oui. pour Mais en rester, tout cas, la en table. dynamique pour Houston est belle, sachant qu'on en avait parlé. Bah, c'était pour le conseil de classe, c'était pour ta première, Ricardo. On avait parlé de Houston, on les Absolument. avait pas nécessairement classés dans les meilleures équipes. Et là, la dynamique est plutôt belle. Et Non, mais de toute ils nous façon ont ça ils nous ont ouais, écoutés, hein, tu vois? Voilà, on les classe, on leur donne un coup de sur les doigts, un coup de règle sur les doigts. Hop, tu as vu, ça remonte, hein. Ime Udoka a son staff qui nous écoute. Hein. Ouais. absolument. Allez, Yaya, on y va, on enchaîne avec ton dernier joueur là à suivre dans les playoffs pour les gens, et on va rester à l'ouest avec toi. Ouais, pour moi, non, on va aller à l'ouest Non, cette enfin, fois. oui, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, à l'ouest, pardon, excuse-moi, j'ai Vas-y, vas-y. mal entendu. Pas de Ben souci. moi, c'est Luke Kennard. Alors, dans une équipe des Lakers qui est décimée par les blessures, que ce soit Luka, Austin Reeves, hem, Luke Kennard va avoir besoin, enfin l'équipe des Lakers va avoir besoin d'un Luke Kennard et comme son nom l'indique, lui, il canarde. C'est-à-dire que son rôle, c'est, d'être à 3 points et de shooter avec un gros volume et il va avoir beaucoup plus de ballons. Fatalement, il va être beaucoup plus sur le terrain et en plus, cette équipe va en avoir besoin pour, plusieurs choses. C'est-à-dire premièrement, pour libérer des pick and roll, c'est-à-dire que il va pouvoir tuer des aides s'il met très vite des paniers, il va tuer les aides. Ça veut dire que le joueur va pas pouvoir, aller aider par exemple sur une descente de pick and roll. Hem Sur les pénétrations de LeBron James qui va être obligé d'avoir beaucoup plus de ballons. Il va avoir beaucoup plus d'attaquer beaucoup plus le cercle, et pouvoir ressortir. Donc son joueur, il va aider les Lakers ont besoin de lui pour ça. C'est-à-dire, il doit mettre des shoots très tôt dans les matchs pour pouvoir tuer une aide minimum par attaque et en plus, faire monter le scoring, c'est il faut trouver les points à la fois d'Austin Reeves, pour compenser les points d'Austin Reeves et de Luka Doncic. Et Luka Doncic, il y a les points, mais il y a également les passes. Donc
ça fait beaucoup de points à les combler. On va dire, il y a au moins une quarantaine de points. Donc, Luke Kennard, s'il peut monter aux alentours de 20 points sur la série de playoffs, ça pourrait être que bénéfique, pardon, pour les Lakers. Bah, et c'est même plus que ça. Si tu enlèves Doncic et Reeves, t'es à plus de 50 points. Hein. Donc, Oui, mais il y a beaucoup de passes qui étaient pour Austin Reeves, oui. donc, Bah, et je te parle que des points. Je te parle pas des passes qui, du coup, ouais, ouais, permettent bien sûr. d'offrir des Mais non, points mais c'est que supplémentaires. sur les points, oui, oui, ah d'accord, ok. Ok, ok. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais tu vois, il compensera pas tout, mais il en compensera une Bah non. partie. Bah, il va falloir. Alors, je me permets juste rapidement parce qu'on avait parlé des Lakers il y a quelques semaines de ça et j'en avais parlé et j'avais mis en avant tout ce collectif des Lakers qui s'était enfin retrouvé avec déjà la défense, tout ce qu'avait pu enfin petit à petit pu mettre en place JJ Redick et on avait l'impression que on a toujours cette impression-là en tout cas que ça avait porté ses fruits, mais bon là avec les catastrophes de blessures et d'absence du côté des Lakers et des joueurs stars, bah en fait j'entends ce que tu dis, Yaya, sur, va falloir que les joueurs, compensent, mais ils vont pas pouvoir ils vont pas pouvoir compenser 2 absences majeures, en fait, les 2 meilleurs marqueurs de l'équipe sont absents. Je crois que c'est Rémi Reverchon qui en parlait, dans NBA Extra ou dans une autre émission. Ce n'est jamais arrivé en play-off qu'une équipe, démarre les play-offs avec leurs 2 meilleurs attaquants absents. Ça n'est jamais arrivé en play-off. Donc je ne sais pas dans quel, configuration les Lakers vont arriver. Mais même si Luke Kennard augmente ses performances en termes d'impact, en termes de scoring, Rui Hachimura, vous savez à quel point j'apprécie ce joueur-là, Jackson Hayes, allez, Jack Laravia, mais il y a aucun monde où les Lakers arrivent à faire quelque chose en fait, parce que le trou béant laissé par Austin Reeves et Luka Doncic est beaucoup trop gros. Il est beaucoup trop gros et il est insurmontable. C'est pas possible. Je sais pas ce que vous en Ouais, pensez, alors mais c'est Ouais, moi, je vais juste te non, dire vas-y, une vas-y. chose, c'est que pour moi, du coup, en plus, t'as le meilleur joueur pour faire briller DeAndre Ayton qui est pas là. Non mais Donc oui, ça mais fait voilà, c'est et en fait, catastrophique dans la timeline des Lakers. Mmh. c'est ça. Et pour moi, Luka Doncic, tu vois, quand tu prends Ayton, c'est pour que aussi il puisse avoir un joueur sur qui il peut lâcher la balle sur pick and roll. Mmh, Et mmh. derrière, t'as pas de playmaker comme ça pour parce que quand t'as DeAndre Ayton, c'est un vrai joueur de descente de pick and roll, hein. Donc voilà. Excuse-moi, Richard, Ricardo, Non, vas-y. non, sur Kennard, je c'est un joueur qui est quand même un peu sous-estimé quand même. C'est quand même en pourcentage, le deuxième meilleur shooter à 3 points de la ligue all time. Le mec, il shoot à 47 de réussite, au shoot à 3 points depuis qu'il est dans la ligue. C'est un shooter, mais de folie quand même, hein. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en parle pas beaucoup parce que ça a toujours été un joueur de banc, parce qu'il C'est un prend role il fait player. pas non plus C'est un role un nombre player. de shoots dément en moyenne par match et par saison. Mais cette année, il tourne en 50, 40, 90, hein. Alors évidemment encore une fois, sur un faible volume, mais Mais c'est un joueur c'est qui au encore plus dur. Ouais, c'est un joueur au shoot qui est hyper fiable et voilà, alors il va évidemment, je suis d'accord avec vous, il va absolument pas compenser, voilà, tout ce qu'on a pu dire avant, mais c'est un joueur qui, voilà, qui mérite, et je suis content, Yaya, que tu l'aies mis, dans le podcast parce que c'est pas un joueur dont on parle souvent et alors évidemment, tu vas me dire: «C'est un Lakers, donc il sait pas défendre», heu, donc J'ai pas hem dit ça, j'ai pas dit ça. non, 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 mais enfin, c'est aussi son gros problème, hein, Kennard. Il est pas sur le terrain et notamment, il a du mal à être sur le terrain sur les fins de match parce que sa défense aussi, Mmh. reste compliquée, laisse à désirer donc c'est pour ça. Mais voilà, il faut juste mettre un tout petit peu de respect sur le shoot de Luke Kennard parce que c'est un vrai pur shooter. Ouais, mais Puis en faut pas oublier non plus que c'était un lottery pick, hein, de mémoire, hein. Il a été drafté, je sais plus combien, mais je crois qu'il a été drafté dans un top 10, hein, de mémoire, hein. Ouais, il Ah me ça, c'est semble, ouais. plus vieux. Ouais, donc OK, c'est pas le joueur qui a changé, mais c'est un role player solide, c'est un vétéran Mmh. solide et voilà donc moi ça fait partie des joueurs, tu vois, que tu sais que quand tu as sur le banc qui est efficace et puis après, beh, tu as parlé de ses stats.
faire des stats comme il fait, le 40, 50, 90, si tu as des petits volumes, c'est encore plus compliqué. Parce que tu joues pas un shoot, ça Ouais, fait ouais, tout de ouais. suite baisser. Donc, Non, c'est Bon. vraiment un pur shooter. Bon, voilà, bah, ça peut être typiquement le joueur que, comme vous dites, pas flashy, pas sexy, qu'on regarde pas vraiment quand on va regarder les Lakers. Bah tiens, avec tout ce qu'on vous a dit, hop, vous pouvez aller un petit peu vous focaliser sur quelques minutes de ce que proposait Kennard. Et non, mais c'est vrai que c'est pas le genre de joueur qu'on va regarder et nécessairement quand tu vas mettre un match des Lakers. Toi, il veut tenir le ballon, il va faire ses trucs, mais bon, tu vas passer à autre chose parce que tu regardes pas typiquement non plus tout le temps. Mais c'est c'est un mec propre, un mec fiable dans ce qu'il fait. Il y a pas de, tu vois, pas de il ajoute une fioriture non chose. plus, toi. Tu vois, on parlait du joueur qui faisait basculer une série, comme, Pritchard, le Pritchard Game. Lui, il peut Ouais. clairement te prendre feu sur un match et te gagner un match. Ah ouais, ah Tu vois, oui. par exemple, ils sont, tu vois, ils vont à s'ils jouent Houston, Bah, ce sera ils Houston, ouais. ce sera Mmh. Houston, tu vois? Ils vont là-bas, sur le match 3, il y a un partout, il reprend l'avantage du terrain, par exemple sur un match, parce qu'il a pris feu, tu vois? Et ça inverse la dynamique de la série en disant: «Bah, ah ouais, mais tu vois, bah, finalement les Lakers, ils ont perdu Mmh. l'avantage du terrain, on pensait que c'était fini». Ben non, c'est pas fini parce que il reprend tout de suite, tu vois? C'est ce genre de joueur où, si tu l'as sur le banc, tu te dis: «Lui, tu vois, faut qu'il me le fasse». Et quand tu es le coach, tu sais qu'à un moment dans la série, c'est lui qui va te faire basculer. Comme, Rui Hachimura. Lui et Rui Hachimura, c'est ceux qui doivent faire des surmatchs pour pouvoir gagner la série de playoffs. Ouais, mais là, ils vont devoir faire des sur matchs. C'est ça Ouais. le truc, en fait. Et juste une petite Ah, juste une Bon, petite après, anecdote. ouais, on enchaîne après, messieurs. Ouais, cette année, Kennard, il a fait son premier triple-double en carrière. Là, au mois d'avril, il a OK. pris 15 points, 16 rebonds, 11 passes. Donc C'est solide. voilà. Ouais, c'est solide. C'est solide. C'est solide. Dernier joueur, moi, que je vais vous proposer pour suivre, évidemment. Je reste à l'Est, hein. Moi, c'est full conférence Est dans ce podcast-là. Et on va parler, alors, d'une équipe. Alors, elle sera peut-être pas en playoff. Bon, quand même, elle devrait y être. Les Charlotte Hornets. Et moi, je vais vous parler de Kobe White. Bah, un peu comme James Harden tout à l'heure, c'est un joueur qui est arrivé en cours de saison. Kobe White, c'est le trade avec Chicago. En allant un petit peu creuser, parce que moi, je connaissais pas nécessairement tout de la vie de Kobe White, hein. Il est originaire de la Caroline du Nord. Il a fait UNC. son cursus universitaire là-bas. Donc, il est retourné à la maison, en quelque sorte. Et, et c'est vrai que il le disait en interview, en allant un petit peu glaner ce qu'il pouvait dire à droite à gauche. Il s'éclate vraiment dans cette équipe. Bon, alors vous me direz, il était à Chicago avant, donc bon, hein, voilà. Mais le style de jeu qui est propre aux Hornets, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est quand même les Hornets, une des meilleures équipes depuis le début de l'année civile 2026. Voilà, il est typiquement le joueur qui est bien rentré dans ce mood-là, dans cet esprit-là, sorti de banc, impact immédiat dans le jeu, Kobe White, dans le scoring, dans la création, dans le jeu avec le ballon, dans le jeu sans ballon. On sait que c'est de plus en plus important dans la NBA moderne. Facilitateur de jeu aussi pour le reste de l'effectif dans la globalité. Kobe White là sur les 19 matchs qu'il a joué avec les Hornets, c'est 15,7 points, c'est 3,2 passes en quasiment 20 minutes de temps de jeu. Donc on est sur un ratio quand même plutôt efficace de mon point de vue, avec des perfs au scoring qui peuvent être intéressants. Il y a 4 matchs à plus de 20 points dans les 19 qu'il a joué. Donc c'est typiquement le mec aussi qui peut prendre feu sur un match, qui peut tout de suite apporter du scoring, qui a une façon de tenir la balle qui est complètement différente de la Melo Ball, hein, on va pas se cacher, mais qui est aussi intéressant pour cette équipe de Hornets, avec un 5 de départ qui est très bien défini du côté de Charlotte. La Melo Ball, Cock Newpel, Brandon Miller, Moussa Diabaté et le numéro 0. Là, on a Kobe White qui va rentrer tout de suite dans la seconde unit, qui peut impacter immédiatement. Moi, cette équipe de Charlotte, c'est vraiment une des équipes que j'ai envie de suivre déjà dans le parcours play-in et dans les playoffs. Et je pense que Kobe White, il y a toujours ces petits mouvements, vous savez. Bah, tout à l'heure, on parlait de Vucevic à Boston. Alors, dans un range différent, hein, vous l'avez bien compris. Mais c'est typiquement le genre de petit ajout dans des équipes qui vont tout de suite, qui vont se voir, qui vont être impactants de façon positive. Et je pense qu'un mec comme Kobe White apporte une sorte de sérénité, de stabilité, même si c'est un pétard ambulant, mais il apporte une sorte de petite sérénité dans cette équipe-là. Il a 26 ans.
Kobe White, et je terminerai là-dessus. 26 ans, c'est le 5e plus vieux joueur de l'effectif des Hornets. Ah, mais ça a été un super move des Hornets de le faire venir. Mais Parce que clairement, justement, derrière Lamelo, ça lui a quand même, ça permet quand même d'avoir un deuxième joueur qui est capable de tenir la balle. ouais. Ils ont même joué sur quelques petites séquences, ils arrivent à jouer ensemble. Généralement, ils jouent plutôt l'un après l'autre, mais ça a vraiment été un bon apport. Quand il rentre, il est tout de suite impactant, il prend le jeu à son compte. Tu sens qu'il aime les responsabilités, il aime avoir la balle, et sur une seconde unité, bah, c'est important d'avoir un joueur comme ça sur le terrain. Et puis, bah, comme on se dit que là, il y a quand même de grandes chances que Charlotte fasse le play-in, Kobe White, c'est quand même un joueur de play-in, hein. Pour rappel, À en Chicago, hein. 2024 avec Chicago contre les Hawks, il en aura quand même mis 42 sur le match de play-in, hein. Ouais, voilà. Bon, tu sais, un effectif différent, tout ça, mais tu as raison de le dire que, voilà, et ça va dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure, un mec qui peut prendre feu. Alors, c'est vrai que dans des hauteurs comme ça, ce serait incroyable, mais tu vois, même un 28-30 pions, c'est là, Oui, mais Charlotte signe ce tous que les ça jours, hein, dit aussi, c'est que c'est pas un joueur qui se cache dans les matchs en jeu. Parce que le match carrément. play-in, hein, tu gagnes ou tu rentres, hein. Ah bah, c'est ça. Et le mec, il se cache pas, et il fait des super stats. Donc non, non, ça peut être un joueur qui est capable de te faire gagner un match sur une série, alors, soit sur une série de playoffs s'ils y sont, et on le souhaite, parce que je trouve qu'avec la saison qu'ils font, Oui, je trouverais vraiment bien que voilà, qu'ils soient en playoff cette année. Et puis yes. on aura un Français en playoff et tout, ça serait bien. Avec un rôle, on en a d'autres, mais nous, ça débat Oui, oui, différent. Nous, soit un des Français de non, mais bien plus, sûr, un Français de plus en un playoff. Français de plus. On va terminer, tiens, avec toi, Ricardo, et ta wildcard. On avait bien dit 10 profils. Alors, on a eu 9 joueurs, hein, de tous les alors, conférence Est, conférence Ouest, des stars, superstars, role player, joueurs impactants ou non. Ta wildcard, Ricardo, pour nos auditeurs, qui Oui, est-ce? je vais faire vite, juste, voilà, je veux mettre un petit focus sur Mitch Johnson, le coach des Spurs. C'est un jeune coach, rookie, en playoff, et ça m'intéresse de voir comment il va justement driver cette équipe. Tout le monde attend énormément de San Antonio. C'est un coach que je trouve intéressant. Je les ai beaucoup regardés, les Spurs. Je trouve que voilà, il essaye des choses, il a travaillé avec Victor, autour de Victor, sans Victor, puisqu'il y a quand même eu pas mal de matchs où Victor était pas là, et tu voyais que le niveau de jeu de l'équipe restait très très cohérente. Il a travaillé son association avec Cornet sur certaines séquences de matchs pour pouvoir éventuellement répondre à des match-ups qu'il va avoir à gérer côté Ouest. C'est un coach, pardon, qui a l'air de plutôt bien gérer les bons moments des matchs, les quatrièmes quart-temps. C'est la troisième meilleure équipe en offensive rating sur des situations, ce qu'on appelle les situations clutch, c'est-à-dire les situations au moment où ça compte. Donc voilà. Et sur un total, quand on regarde un peu les moments décisifs de la saison, ce qui sont les stats avancées, quand on regarde à partir du moment où on rentre dans les 3, 4, 5 dernières minutes, voilà, bah, finalement, San Antonio, c'est la troisième meilleure équipe sur ces moments-là. Donc ça veut dire il sait gérer les moments chauds, il sait gérer les fins de match, ce qui en playoff va forcément être important. Donc j'ai hâte de voir comment il va prendre la succession d'un coach aussi légendaire que Greg. Et ce que ça va donner avec cette équipe jeune, avec du talent, avec plein d'espoir. Et j'espère qu'il va être à la hauteur de son équipe, et qu'il va pouvoir aussi les driver et les amener au plus haut. Gaïa, un petit mot rapide sur ça. On en avait, je crois qu'on en avait déjà parlé il y a pas Ouais, très longtemps de ouais, de ouais, de ce ouais. manque d'expérience, que ce soit autant pour l'équipe que pour le coaching Bah, staff, et en particulier pour le head coach. l'avantage pour eux, c'est qu'effectivement, c'est 0 pression. Donc, alors, le premier tour de play-off, contre une équipe du play-in, c'est toujours un peu dangereux parce que t'as une semaine de repos, mais c'est des jeunes joueurs, donc c'est un peu moins le cas. Ils ont toute une palette de pouvoir travailler. Ils ont plusieurs joueurs qui, tu peux mettre en isolation pour les fins de match, et Mmh. ça, c'est quand même plutôt cool. Et que ce soit attaque ou défense d'ailleurs, hein, tu vois? Victor, le problème, c'est que c'est un cheat mode, quoi, tu vois? Donc mais
le premier tour de playoff, ça devrait aller et moi j'attends de voir la confrontation face à Denver. On a eu un match qui a été jusqu'en prolongation. Il y aura des choses à voir sur cette et ça risque d'être une des plus belles séries de ces playoffs. C'est quelque chose qu'on attend vraiment. Donc j'attends de voir, mais après sur le coaching, moi je me fais pas trop de soucis. Je veux voir les ajustements qu'il peut faire justement Non. contre coach Adelman. Si lui aussi, lui ce sera sa deuxième campagne de playoff, n'est pas un grand expérimenté. Donc ça à voir. Les coachs d'ailleurs à l'Ouest ne sont pas super expérimentés. C'est vrai, c'est vrai. C'est à prendre en compte Bah, dans ce que il y a les Rockets, tu vois, il y a Udoka qui lui a vraiment beaucoup coaché, et Finch qui a fait deux saisons. Mais oui, après le voilà, c'est reste, ça. Mmh. c'est parce que coach Denio, il a été champion l'année dernière, mais avant il avait fait une campagne de playoff et avant c'était play-in quoi. Mmh, mmh mh. Donc voilà. OK, Ouais, OK. et puis on peut pas dire qu'il a été enfin, Challenger, il fait que- il va que- concluant. Enfin moi je l'ai j sur les séries l'année dernière, il y a quelques matchs où sur le coaching, je l'ai pas trouvé hyper convaincant. Heu, je me rappelle, il non. a été il est juste passé à un tendon d'Achille de pas être champion NBA, hein. Non, je pense que je pense que il serait passé quand même parce que en isolation à la fin, il aurait tellement parce que il joue beaucoup sur l'isolation coach Janio donc Ouais. forcément quand tu as un joueur comme ça, tu et puis ben tu vois tu le match, tu as un joueur qui est en travers et qui sur les 2 premiers matchs, 3e match, il te met une ordonnance quoi donc Moi ouais, J-Dub, voilà. faudra qu'on en Bon, parle c'est pas peut-être grave. cet été ou sur un truc, mais moi je trouve on fait une petite aparté, mais je trouve qu'on met trop d'impact sur la blessure de Tyrese là, parce que tu sais, il y avait le côté, au match 7, il avait démarré très fort le match. Ouais. Il était 9 bien dans points son en 9 points en 5 minutes. ouais, oui, mais il allait pas en mettre 68, tu vois? Il allait pas en mettre 70, il allait pas mettre tous les paniers du match. Donc, je trouve qu'il y a tr il y a eu une narrative, peut-être parce que Indiana, c'était l'équipe qu'on n'attendait pas. On se dit: «Ah merde, le joueur majeur se pète au match 7». Je trouve que Bah, on a voulu trop ouais, ça moi donne j une dramaturgie, mais tu vois, c'est un peu Cendrillon et la citrouille le carrosse qui redevient citrouille, quoi. ouais, mais tu vois, je pense quand Et même en fait, que ils je vois pas après bon, c'est facile à dire aujourd'hui, mais je trouve qu'on a trop mis, tu sais, le côté: «Ah merde, le joueur majeur s'est pété, sinon les Pacers, ils auraient gagné». Je pense pas que c'est si simple que ça, tu vois? L'équation dans un match 7 de finale NBA ne se limite pas à ça. Alors évidemment, le fait qu'il soit pété, ça a tout changé. Mais s'il avait été au bout, tu vois, Bah, je pense qu'il c'est faut nuancer un petit peu le côté, Indiana aurait été, le champion NBA incroyable que personne n'attendait, tu vois? Ça, c'est le grand what if de Bien sûr, l'histoire, évidemment. mais si c'est Shai qui se fait le tendon au bout de 5 minutes, je suis pas sûr Mmh. C'est vrai. qu'OKC soit champion avec l'équipe d'Indiana au complet en face et la pression de devoir gagner à la maison, bah, c'est quand même un match 7, hein. Enfin, au début des brackets, personne ne pensait Ah qu'OKC non. aurait besoin de 7 matchs pour battre Indiana non, donc on pensait qu'il y aura un gentleman sweep. Bah, ouais, déjà personne pensait que c'était Indiana en face en finale NBA, déjà. exactement, Merci de remettre le exactement. couteau dans la plaie, les gars, merci. Ah, c'est vrai qu'on pensait plus à New York, c'est vrai. Ah, c'est marrant, tiens. Et ils ont fait quoi New York l'année dernière? Rappelle-moi. Parce que j'avais pas trop suivi, Chris, dis-moi. Ah, bah, Yannick va nous le dire. Il Et ah, les gars, je vous déteste, mais vous savez quoi? Oh non, même pas, bon, ouais, ce qui va être bien, c'est qu'on va avoir une nouvelle campagne de play-off. On va pouvoir tirer à boulet rouge sur les équipes éliminées tout de suite, ceux qui vont se prendre des upsets dans la tête, les joueurs qui vont nous décevoir. C'est vraiment la meilleure partie de la saison et on en approche. ouais, mais alors, Bon, il va y avoir de très belles séries. Moi, Ouais et puis j'ai parce que on va avoir des joueurs qui vont exploser aussi, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, qui vont confirmer et tout, et j'ai tu et même les équipes qui arrivent, tu vois, même celles qui vont pas avoir l'avantage du terrain, arrivent lancées comme des frelons quand même, hein. Donc oh! ça Est-ce que Yannick, tu nous donnes un indice sur une équipe que tu vois, potentiellement faire quelque chose?
Pas les Hornets, non, Ah bah non, l'ancien je sais pas, t'es parti sur le côté frelon, donc peut-être ah que, non, tu non, vois? l'ancien club des Non, Frelons, non, non. c'est juste pour dire qu'ils vont arriver, plein badin, et que, faut pas, Oui, Le merci. Indiana de l'année dernière. Allez, ouais, si Charlotte et le Indiana l'année dernière, je peux vous dire que le Yaya, il va être en Ah, ils vont PLS être en pendant PLS. les 2 prochains mois. et les On gars fera là, on fera en vidéo. Là, on fera en vidéo parce qu'il va falloir que les vous gars, Ouais, voyiez parce que l'état de décomposition de Yaya au fur et à mesure des tours. alors, si 1er en plus il match est obligé de dire du bien de la Melo Ball, alors là, ça sera Aïe, plus aïe, simple. aïe, aïe, non, mais aïe. alors jamais, mais jamais, 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 jamais. Mais moi vivant, jamais. Non, mais la Jamais. Mélo oh là 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 là. Ah, j'ai hâte, j'ai Et tu sais hâte, j'ai quoi? hâte. Tu veux que je te dise un truc? Son frère, c'était un joueur de basket, pas lui. Son frère, c'est un joueur de basket. Il aurait eu des genoux, c'était un joueur de basket, mais lui, ça vaut rien, ça vaut rien. Faudrait qu'on invite si un jour on arrive à avoir le père Ball, vous imaginez? Ah non, non, mais Non, ça Interview alors tête quel à tête entre quel le spectacle. ah mais je l'insulte, parce que il va commencer à insulter tout le monde. Je vais l'insulter pareil, hein, tu sais, non, non, non. bon. Bon bref, en tout cas, voilà, les playoffs, ça va arriver très, très vite. Déjà, il va y avoir le play-in là. Bah, il y a la fin de saison régulière, donc ce dimanche. De toute façon, la fin de saison régulière, ce sera terminé quand le podcast sortira, vu qu'il sort le lundi, évidemment. Donc, on aura la semaine de play-in et après les playoffs, on va revenir évidemment et on pourra vous proposer du contenu pendant toute cette partie-là. Merci messieurs. Merci Chris, merci Chris, Ricardo. tu rappelles peut-être le numéro auquel on peut nous joindre sur le WhatsApp? Ricardo, depuis 2-3 rendez-vous, c'est ma standardiste. J'adore. Eh oui, tu sais, il faut que chacun son rôle, il faut connaître son rôle dans l'équipe. Non, 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 mais t'as raison. De toute façon, là, cette fois-ci, je l'avais été bien noté. Tu as raison, le numéro WhatsApp pour nous joindre et pour venir discuter de tous ces joueurs-là, de tous les profils dont on a parlé et des autres qu'on a oubliés. 07 62 17 95 46 07 62 17 95 46. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est déjà quelques-uns sur la communauté, ça fait plaisir et on vous attend avec impatience. Prochain podcast NBA, donc très bientôt. Podcast WNBA aussi. Il va y avoir le ping-pong désormais pendant quelques semaines, quelques mois. Il y a un premier épisode WNBA qui est sorti où on vous fait un petit retour sur la off-season, sur les premiers trades, sur plein de choses évidemment. Donc allez écouter ça et on se retrouve très vite pour la suite des aventures NBA, WNBA sur N1. Merci messieurs et à plus tard. Ciao.